Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les lecteurs de Sophie. Alors pour cette édition, c'est une lecture un peu spéciale puisque pour tout l'été, je m'immisce dans vos jardins avec mes lectures et je vous propose des lectures un peu publiques en petites bulles. Et cette fois-ci, pour cette lecture, j'ai choisi de vous lire le roman d'une autrice bruxelloise que je viens tout juste de découvrir qui s'appelle Victoire de Changy. Le roman s'appelle quant à lui L'île longue et la narration se passe en Iran. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce roman, c'est la poésie de la narration. C'est parti. La mère de Tala, si elle souffrait d'un peu partout depuis un moment, n'a commencé que par perdre l'usage de sa voix. C'est là que la maladie a commencé à se voir depuis l'extérieur, parce qu'avant ça, elle arborait toujours son large sourire aguerri. Il sentait bien que cette bouche perpétuellement arquée indisait autre chose, mais il préférait ne pas savoir. Puis, sa voix a commencé à disparaître. Ça n'a pas été immédiat, plutôt une aphasie progressive, une diminution du volume d'abord, de la hauteur de la voix. Il a fallu tendre l'oreille et éteindre la télévision pendant les repas, arrêter de parler les uns sur les autres, couper le contenant de l'assiette sans faire crisser la porcelaine. Après ça, c'est le rythme de la voix de la mère qui a été attaqué. Elle s'est mise à balbutier de façon hachée, avec des silences qui n'avaient rien à faire là, juste avant le verbe par exemple, ou en plein milieu d'une question. Au début, ils attendaient que vienne la suite de la phrase. Ils s'en agaçaient même, et puis, très vite, ils ont appris à la deviner. Avec le rythme, c'est la musicalité qui en a pris pour son grade. Avant de la voir s'étioler, Tala n'avait jamais songé à ça, à la musicalité de la voix, singulière à chacun, qui rengaine dans la tête après coup. Celle de la mère était particulièrement mélodique, si peu monocorde et horizontale, à monter, à descendre en tout temps, dans les aigus et dans les graves, sans jamais presque hausser le ton. Puis, la voix de la mère a carrément commencé à s'altérer. Ce n'était déjà plus la voix de la mère, plus la même couleur, le même timbre, la même tessiture. Plus la même douceur, ni la même épaisseur. Pas une voix cassée, brisée. Pas un ou deux morceaux, mais des milliers. Comme si quelqu'un d'autre, de plus vraiment humain, ou disons moins qu'humain, avait pris une position ferme dans la gorge de la mère. La famille essayait de ne pas sursauter aux amorces de cette autre voix, mais c'est la mère qui tressaillait la première. En s'entendant, elle posait ses doigts sur sa gorge et ses yeux s'étalaient comme une flaque sur du carrelage. Il a fallu que tout le monde, elle incluse, apprenne à reconnaître la mère en la mère, malgré ça. Ça avait fini par arriver, mais difficilement, lentement, comme quand enfin ils avaient réussi à dissocier l'impact des mots de celui de la voix. Il y a eu une espèce d'accalmie, un moment où, contre toute attente, ça a paru plus simple à tous. C'est quand la voix de la mère a disparu de sa gorge pour de bon. Disons que s'évinçait dès lors et enfin cette espèce de contradiction entre la voix et le corps de la mère. La mère est alors devenue beaucoup plus tactile qu'avant, à étreindre, à appuyer ses propos, serrer avec ses doigts les épaules des autres, les poignets aussi, à poser une main dans le dos, sur le crâne de ses enfants, à tenir les mains des autres dans ses mains. Elle n'avait jamais vraiment fait ça avant. Chacun en était surpris et avouait tout bas qu'il aimait vraiment ça. Je ne sais plus ni ne me demande quelle langue parle Tala. Il semble que d'écouter Tala va et vaut au-delà de ça. Pour communiquer, la mère s'est aussi mise à traîner des carnets partout avec elle, dans lesquels elle griffonnait ses désirs, ses questions et ses demandes. C'est Tala qui s'est rendu compte la première que la mère semblait presque prendre goût à l'affaire, puisqu'elle n'a plus cessé d'écrire de la journée, que sont apparus en même temps le carnet du dehors, l'utilitaire, et le carnet du dedans, le privé. Le carnet du dedans était celui qu'elle utilisait le plus souvent et qu'elle gardait jalousement contre son ventre, coincé dans l'élastique de son pantalon, sous son t-shirt. Elle mordait quiconque essayait de lire par-dessous son épaule. Il ne lui avait jamais connu d'affection et d'aptitude à l'écriture, ils en étaient surpris. Mais il semblait qu'elle en oubliait, dans ces moments-là, sa condition de bagnarde en sursis. Alors, ils en étaient soulagés aussi. Puis la mère a eu de plus en plus de mal à orchestrer ses gestes. Les choses ont commencé à lui échapper des mains. La brosse à dents, les carnets, les jouets, les ustensiles, les couteaux, les vêtements, les stylos.
Elle marchait plus lentement également. Il lui fallait prévoir le double du temps pour des activités quelconques. Elle pouvait mettre la matinée entière à simplement s'habiller. Elle a eu du mal à se laisser aider par ses enfants sans se sentir humiliée. Il a bien fallu qu'elle y consente quand elle s'est mise à uriner au milieu du couloir parce que, le temps qu'elle arrive jusqu'à la cuvette, il était déjà trop tard. La mère a commencé par oser s'appuyer aux meubles avant de se laisser aller aux épaules. Alors les enfants ont appris à avoir toujours une épaule à disposition, laissée libre, sans foulard, sans bretelles, ni anse de sac. Pour autant, ils n'avaient pas le sentiment en l'observant d'une régression. La mère restait la mère d'autorité et de réconfort, même s'il s'occupait à présent d'elle bien davantage que l'inverse. Elle menait la dégénérescence avec une telle élégance qu'il voyait plutôt ça comme une évolution, comme un retour à une sorte d'essentiel, d'animalité. Il fallait avec elle s'en référer aux instincts, à ce qu'elle pouvait dégager, au décryptage de ses traits et au rétrécissement de ses pupilles, à l'odeur, à la texture de sa peau, à ses hérissements, à ses hésitations, à ses assèchements. Toute la famille s'est vue développer un talent inouï au non-verbal. On parlait moins, on avait besoin de silence. On avait besoin de s'entendre au sens le plus large d'entendre. La télévision était éteinte, les regards appuyés, les repas moins bruyants, et pourtant plus animés que jamais. L'étape suivante, c'était de deviner comment allaient les uns et les autres, sans même les regarder, jusqu'à ce qu'ils dégageaient de lest ou de pesant, même d'un peu loin. Voilà, merci pour cette nouvelle écoute et puis je vous retrouve très vite pour d'autres lectures en jardin ou ailleurs. Et puis n'hésitez pas à me contacter si le concept vous plaît. À toutes! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres lectures ou bien simplement à liker et commenter la vidéo ci-dessous. Et puis vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, Sophie Stophiles. Je vous dis à bientôt pour d'autres lectures et puis à très vite!